Les Belges ont donc voté aujourd'hui pour la deuxième fois en moins de 3 ans. Des élections législatives à la représentation proportionnelle où il s'agissait de choisir pour l'ensemble du territoire entre 33 mouvements politiques différents. Pour la première fois, les jeunes entre 18 et 21 ans étaient appelés à voter. Le vote en Belgique est obligatoire. Ce n'est donc pas l'abstention, ce n'est donc pas par l'abstention que l'on va pouvoir mesurer la lassitude des Belges à l'égard du jeu des partis, mais plutôt par la quantité de votes blancs. Un parti a même été créé pour, avec le slogan « Votez blanc, c'est plus propre ». La Belgique, en tout cas, va bien mal et le vote d'aujourd'hui est important. Aux divisions linguistiques se sont en effet greffées la crise économique et l'instabilité gouvernementale. Dans un instant, les premiers résultats en direct de Bruxelles, mais d'abord notre dossier du jour, Patricia Coste. Cet homme est menacé. Des lettres de menace de mort contre ma personne, mais aussi des lettres de menace contre mes enfants. Monsieur Kramer, est-ce que vous résistez bien physiquement? Non, certainement pas. La lutte est trop forte. Moi, personnellement, j'ai maigri entre 10 et 13 kilos à cause de cette lutte, justement, ici dans la région. Et il y a quelque temps, les concitoyens de ce Belge à Histoire, dans une commune à Histoire, ont même brûlé son effigie en une cérémonie vengeresse. Son tort, avoir créé une école de langue flamande en pleine commune francophone. Tu aimes bien les francophones, les Wallons? Non. Non. Non, parce qu'ils nous traitent toujours. Ils vous traitent comment? Gros cochons, toutes des sortes. Comines, une petite enclave francophone en plein pays flamand. C'est un microcosme du problème belge. La Flandre, en haut à gauche, a été longtemps le parent pauvre, agricole, puis fournisseuse de main-d'œuvre pour les grosses industries wallonnes francophones. Il valait mieux alors parler le français. Aujourd'hui, c'est le contraire. L'industrie lourde, wallonne, francophone, périclite, alors que la Flandre s'est entre-temps dotée d'une structure industrielle moderne. Alors pour les enfants flamands, frontaliers des francophones, mieux vaut maintenant apprendre le flamand. Une année ou deux, il n'y aura plus de Wallonie, ce sera tout la Flandre. Et tu trouves ça bien que les Flamands y prennent tout? Non, mais ils sont obligés. Pourquoi? Comme eux, ils veulent rien donner, ils vont se mettre en colère. Qui, eux? Les Wallons. Ils vont rien vouloir donner. Les Flamands vont dire, ah, si c'est comme ça, nous, on va aussi rien donner. Et toi, tu trouves que c'est les Flamands ou les Wallons qui sont les plus forts? Les Flamands, parce que tout, il vient de la Flandre. Il y a en Belgique 7 chômeurs wallons pour 3 Flamands. Alors, c'est l'amertume. Vous cherchez du travail depuis longtemps? Ça fait 4 ans. Ça fait un an. Et sur Comines, il n'y a rien? Absolument rien, non. Et en Flandre? En Flandre, oui, mais c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Il faut savoir la langue néerlandaise et c'est plus difficile. Ça fait 3 ans bientôt. 6 ans. Est-ce que vous êtes fier d'être flamand? Oui, je suis très fier. Très fier de mon pays, de mon peuple, de ma langue, de ma culture. Cette culture qui a des siècles d'histoire et qui, actuellement, grâce à la révolution industrielle que la Flandre connaît, a une recrudescence magnifique. Le paysage est assez riche, alors qu'en Wallonie, elle ressemble de plus en plus au nord de la France. Je préfère de beaucoup mon paysage, le paysage de mon pays ici, de mon pays plat. Charleroi, en pays francophone, la Wallonie. Un canal la coupe en deux. Le long, des kilomètres d'usines désaffectées pour la plupart. Derrière ces murs, hier, tournait un peu seule une camionnette électorale. Les Wallons francophones accusent les Flamands de ne pas vouloir les aider à restructurer, ce qui n'a toujours pas été fait en Belgique, la sidérurgie la plus ancienne d'Europe. Et tant qu'à perdre, les Wallons et leur parti majoritaire, le Parti socialiste, menacent de divorcer des Flamands. Alors, monsieur, quel est le moral ici en ce moment? Oh, il est assez bas. Assez bas le moral, parce qu'il n'y a plus rien qui va ici. Est-ce que vous pensez que la Wallonie devrait se séparer de la Flandre? Ah oui, j'ai l'impression, oui, parce que c'est malheureux à dire, hein. Entre Belges, nous nous disputons un à l'autre. Bientôt, nous nous battrons un contre l'autre. Nos grands chefs de parti disent, bon, c'est telle usine, les Flamands, qui ne veulent pas ça. Et de notre côté, enfin, du côté des Flandres, on dit aux Flamands, c'est
telle usine, les Wallons qui ne veulent pas ça. Et alors nous autres, on va se mettre un contre l'autre et on va se battre bientôt. Ça viendra. Mais vous croyez que la Wallonie, elle peut vivre séparée? Oui, oui, oui. Moi j'ai l'impression et je crois que c'est ce qu'il devrait avoir. Séparé, Flamands dirigés par les Flamands, la Wallonie dirigée par les Wallons et c'est tout. Parce que nous sommes minoritaires, nous autres. Nous sommes minoritaires. Donc les ministres, il y a beaucoup plus de ministres flamands. Alors quand on propose quelque chose, hop, tout de suite c'est arrêté par les ministres flamands. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus nombreux que nous autres. On se résigne alors? Il n'y a plus que ça à faire, partir la tête basse. La Belgique ne tient debout que par son immobilisme, a déclaré l'un de ses élus. Et pourtant, cela penche chaque fois de plus en plus de l'un de ses côtés. Les bureaux de vote ont fermé à 13 h en Belgique. On doit donc maintenant connaître déjà à Bruxelles les tendances du scrutin, Yvan Toussaint. Oui, ce sont en effet des tendances, et uniquement des tendances, ce qui signifie que tout ce qu'on peut dire maintenant est encore un petit peu sujet à caution. Mais en tout cas, il semble qu'il y a, pour schématiser très fort, j'ai le sentiment que les Belges ont essayé de voter comme les Français il y a peu, et même comme les Américains l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de voter pour le changement. Mais c'est beaucoup plus difficile de voter pour le changement quand il y a un scrutin à la proportionnelle, parce que même s'il y a des mouvements en pourcentage de voix, ce qui est le cas, ce qui va être le cas, ça ne se traduit pas nécessairement par de grandes modifications dans le nombre de sièges. Mais en tout cas, ce qui paraît dominer, et ce qui confirme ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une famille politique qui est bien davantage pénalisée que les autres, c'est la famille sociale chrétienne. Qui était au pouvoir. Qui était au pouvoir sans interruption depuis 23 ans. C'est-à-dire que en Belgique, comme vous le savez, il y a des gouvernements de coalition. Alors il y a des coalitions fort diverses. Il y avait toujours un fondement à ces coalitions, c'était la famille sociale chrétienne. Or c'est elle qui recule le plus dans toutes les parties du pays. Ça me paraît très révélateur d'une tentative de rejet en quelque sorte du pouvoir qui existe, qui était là. Et alors le Parti socialiste, enfin il faut dire les deux partis socialistes, le wallon et le flamand, qui ont suivi des stratégies très différentes. Qu'est-ce que ça donne? Alors justement, ça ne donne pas grand-chose. C'est-à-dire que ce serait évidemment beaucoup plus clair si après avoir marqué un rejet vis-à-vis d'une famille politique, on pouvait dire que c'est au profit d'une autre. Et ce n'est absolument pas le cas. Et en ce qui concerne notamment les socialistes, et notamment les socialistes wallons, qui ont fait une campagne très fracassante, une campagne vraiment de grande allure, en fait ils sont assez mal récompensés parce que tout semble indiquer qu'ils ne vont pas progresser, ils ne vont pas reculer non plus, il y aura une sorte de statu quo, et c'est à peu près pareil en réalité du côté flamand. Alors la situation n'est pas très claire. Ce qui s'est passé, semble-t-il, encore une fois toujours avec des réserves, c'est que du côté flamand, c'est un petit peu plus net, il y a une radicalisation, je dirais, d'un côté sur le plan socio-économique vers la droite, c'est-à-dire au profit du parti libéral flamand, qui est un parti plutôt marqué à droite, et une deuxième radicalisation sur le plan alors communautaire que vous évoquiez tout à l'heure dans votre reportage, au profit d'un parti qui est un parti nationaliste flamand qui s'appelle la Volksunie. Donc ça c'est relativement clair. En Wallonie, c'est moins clair. Il semblerait qu'il y a une famille traditionnelle sur les libéraux qui vont progresser, mais les écologistes font une percée qui est assez significative. Il y a aussi des partis qui sont des partis de circonstance. Il y a une sorte d'éclatement et on ne voit pas très bien. On voit très bien peut-être contre qui les Belges ont voté, mais on voit moins bien pour qui ils ont voté. Mais alors avec tout cela, est-ce qu'il y aura moyen de faire un gouvernement qui pourra enfin s'atteler à cette crise grave quand même? Écoutez, mon sentiment personnel, en l'état actuel des choses, c'est que le scrutin n'a pas simplifié les choses. C'est-à-dire que les contradictions qui sont inhérentes au système belge et aussi au fait que les problèmes se recoupent, d'une part les problèmes socio-économiques comme partout, mais en plus les problèmes linguistiques, communautaires, ça crée un imbroglio dans lequel nous nous trouvons depuis des mois, sinon des années. Alors mon sentiment est que ce scrutin n'aura pas simplifié les choses, parce que les socio-chrétiens, il est extrêmement difficile de gouverner avec eux, mais il est extrêmement difficile aussi de former une coalition sans eux. Et nous nous trouvons là. Alors la seule chose qu'on peut quand même indiquer, me semble-t-il, et je fais référence aussi à ce que vous disiez en commençant, c'est que, contrairement à ce qu'on pouvait craindre, le ras-le-bol des Belges, parce que c'est vrai, je crois qu'ils en ont ras-le-bol, ne s'est pas traduit par une augmentation des votes blancs et nuls. C'est-à-dire qu'il y a encore un sentiment dans le corps social belge qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, qu'il faut continuer
à voter, à faire son devoir de citoyen, mais en même temps qu'il se trouve dans une situation de blocage que ce scrutin, je le répète, n'aura pas aidé à dénouer. Merci Yvon Toussaint. Nous aurons les résultats complets de ces élections plus tard dans la soirée. Les affaires françaises maintenant, en commençant aux antipodes en Nouvelle-Calédonie, 10 personnes ont été placées sous mandat de dépôt à Nouméa après les incidents de ces 2 derniers jours. La situation s'aggrave en Nouvelle-Calédonie depuis l'assassinat il y a 2 mois du leader indépendantiste Leclerc. Elle pourrait se tendre encore dans les prochains jours. Jean-Michel Mercurol. Pillage, vandalisme, Européens molestés, jamais Nouméa n'avait connu de telles scènes de violence. 300 ou 400 jeunes Mélanésiens venus de Brousse, la musette remplie de pierres, se sont affrontés samedi 2 heures durant avec les forces de l'ordre à la fin de la foire commerciale. Les troubles qui se sont produits simultanément en plusieurs endroits de la ville ont vite pris l'allure d'un mouvement concerté, mais aucune organisation n'en a revendiqué la responsabilité. Bilan, une centaine d'interpellations, 10 personnes retenues pour flagrant délit, 14 blessés, dont 6 parmi la police. Le calme revenu, Nouméa compte plus de 100 magasins dévastés et une charge a explosé au pied de la croix de Lorraine qui domine la ville. Dans ce climat de tension, doit se dérouler mercredi une manifestation en majorité des Européens partisans d'une plus grande fermeté en Nouvelle-Calédonie. Les députés ont brièvement interrompu leur marathon législatif aujourd'hui après avoir adopté la nuit dernière le budget des transports et aussi celui du plan et de l'aménagement du territoire présenté par Michel Rocard. Un budget qui augmente de moitié par rapport à l'an dernier, ce qui illustre bien cette nouvelle priorité du programme gouvernemental. Demain, le Premier ministre se rend en Provence. Pierre Mauroy poursuit ainsi son tour de France pour l'emploi. C'est mardi qu'aura lieu exceptionnellement le Conseil des ministres en raison des fêtes du 11 novembre. Un Conseil des ministres qui sera dominé par le dossier du financement de la sécurité sociale. Le ministre, Madame Questiot, présentera son plan pour résorber le déficit qui est estimé à 30 milliards de francs. Parmi les mesures envisagées par le ministre de la Solidarité, il y a notamment le relèvement de 1% de la cotisation des salariés. Ce serait une injustice et une faute, a déclaré Henri Krasuki. Plutôt que de prélever ainsi sur le pouvoir d'achat des ménages, a dit le dirigeant de la CGT, il vaudrait mieux prélever ces ressources nouvelles sur les entreprises. Qu'on ne nous parle pas de déficit de la sécurité sociale, réplique François Sérac au nom du CNPF, il vaudrait mieux cesser d'accroître les prestations. Le gouvernement tranchera donc mardi. Si le relèvement des cotisations sur les salariés paraît acquis, la supercotisation patronale ne fait pas l'unanimité parmi les ministres. Jacques Delors serait opposé à cette mesure qui alourdirait les charges des entreprises et gênerait donc la relance. Le ministre de l'économie et des finances, je vous le rappelle, sera demain soir l'invité du magazine de la rédaction d'Antenne 2. Notre histoire du jour est une histoire d'échecs, du jeu d'échecs. Voilà 5 semaines exactement qu'a commencé à Merano en Italie une formidable partie où s'affrontent les 2 plus grands joueurs d'aujourd'hui. Ils sont soviétiques tous les deux, mais l'un est en exil et l'autre, au contraire, est un héros national. Korchnoi, l'exilé et le plus vieux, apparaît d'abord le perdant. Karpov, l'autre, a gagné les 4 premières parties alors qu'il en faut 6 pour la victoire. Korchnoi en a gagné 2. Hier, pour la première fois, c'est Karpov qui a demandé une suspension. Le rapport des forces pourrait bien être inversé. Et ce qui est en jeu, plus encore qu'un championnat d'échecs, c'est entre l'exilé et le soviétique chéri par son régime, un combat quasi idéologique, Victor Vraman. Le soviétique Anatoly Karpov a obtenu 3 victoires, 3 points donc, lors des 4 premières parties d'échecs contre le dissident Viktor Korchnoi. Et c'est là que ça devient inquiétant pour le soviétique, qui n'a remporté qu'une seule victoire au cours des 9 parties successives. Il y a donc maintenant un problème Karpov, qui, après avoir démarré en flèche, est en train de piétiner sur place. Viktor Korchnoi, lui, le dissident en exil, après avoir perdu 4 parties consécutives, est en train d'accomplir une remontée frénétique. Et d'après les spécialistes, depuis quelque temps, c'est Korchnoi qui fait preuve d'imagination et de fantaisie. Que s'est-il passé? Tout cela relève de la psychologie, pour ne pas dire de la psychiatrie. Ce qui augmente et se développe, ce n'est pas la forme ou le savoir-faire de Viktor Korchnoi. Non, c'est sa haine pour le représentant de l'Union soviétique qu'il a en face de lui. Korchnoi est en train de faire la guerre à l'URSS, à son régime, au parti, à l'armée, au KGB, qui n'autorise pas sa femme à le rejoindre et qui a envoyé son fils de 19 ans dans un camp de travail. Ne pouvant lutter avec ses faibles moyens contre le parti, l'armée et le KGB, Korchnoi s'en prend au seul représentant officiel du régime soviétique qu'il a sous la main, Anatoly Karpov.
Korchnoi est en train de jouer comme s'il avait à sa disposition non pas un échiquier, mais des missiles nucléaires, comme s'il avait en face de lui non pas Karpov, mais Léonid Brejnev en personne. Korchnoi aurait d'ailleurs dit à Karpov entre les dents « Tu mériterais que je te traite de fasciste ». Karpov a porté plainte et Korchnoi risque de devoir payer une amende de 15 000 francs suisses en cas de récidive. Viktor Korchnoi a dit au cours d'une conférence de presse qu'Anatoly Karpov aurait très bien pu intervenir en faveur de sa famille qui est restée en Union soviétique, mais qu'il ne l'a pas fait par peur de ruiner sa carrière. Eh bien, c'est une fausse querelle, à la limite de la mauvaise foi. Korchnoi sait très bien que le haut fonctionnaire des échecs soviétiques, Anatoly Karpov, ne pouvait absolument pas intervenir dans un problème essentiellement politique, qu'il n'aurait même pas été écouté. Je dirais même plus. Est-ce que le comble du machiavélisme de la part des dirigeants soviétiques, ce ne serait pas d'accorder un visa de sortie à la famille Korchnoi maintenant, en plein championnat du monde? Korchnoi serait complètement désorienté, désarmé. Il n'aurait plus en lui cette haine qu'il a à l'égard de l'Union soviétique et de son représentant Karpov, cette haine qui lui donne actuellement tant de talent et d'imagination contre Karpov. Il ne s'agit jamais quand même que d'un jeu d'échecs. Prenons un peu d'envol avec les problèmes de l'aviation légère en France. Vous vous souvenez peut-être du coup d'audace de ce pilote qui, il y a 3 semaines, faisait passer son avion sous l'Arc de Triomphe à Paris. Un coup de publicité, on dit certains, un coup d'aile, on dit les autres, les amoureux des avions de tourisme, pour dénoncer la misère de l'industrie française de l'aviation de plaisance. Pierre Lambert. La France, loin derrière les États-Unis, est le 2e constructeur mondial d'avions de tourisme. Mais les ventes ont accusé cette année une chute de 50% par rapport à l'année dernière. Et pour les 3 principaux fabricants français, la Socata, Reims Aviation et Pierre Robin, créateur du fameux Jodel, c'est le drame. Comment en est-on arrivé là? Le prix de l'essence, bien sûr, mais ce n'est pas la seule raison. On a chassé les appareils en les taxant. C'est devenu un produit de luxe. On les a taxés de la même façon, sinon plus durement que les bateaux. Moi, je veux bien. Et puis, on a chassé les utilisateurs. Chassé dans le sens ouverture de la chasse, naturellement, depuis 5-6 ans, en faisant de l'avion un signe extérieur de richesse qui, immédiatement, naturellement, attisait les convoitises et les inquiétudes de nos contrôleurs des contributions. Pourquoi avions-nous la 2e aviation du monde? Ça paraît étonnant. Eh bien, elle date de 1936, de l'époque du Front populaire, de l'aviation dite populaire. Et pourtant, malgré plus de 600 aérodromes et presque autant d'aéroclubs, les jeunes qui traditionnellement forment encore la plus grande partie des pilotes amateurs risquent de déserter définitivement leur terrain d'aviation si le prix de l'heure de vol augmente démesurément. Ça représente des sacrifices financiers pour vous? Oui, certains, oui. Mais enfin, c'est un sport que j'ai choisi. La moto, si j'aurais fait de la moto ou de la voiture, ça aurait été aussi cher. Donc, je peux me permettre maintenant, en faisant des sacrifices tous les mois, de faire de l'avion le dimanche. C'est vrai, les heures de vol sont chères. Le brevet de pilote coûte entre 10 et 15 000 francs. Mais il faut tout de même savoir, comme dans cet exemple Paris-La Rochelle, qu'un voyage effectué dans un quadriplace revient moins cher pour les 4 occupants que s'ils avaient utilisé le chemin de fer. Cependant, la crise est là, mais l'espoir aussi. Pierre Robin, qui vient pourtant de déposer son bilan et continue sous administration judiciaire, se tourne résolument vers l'avenir avec un nouvel appareil. Grâce à la sortie de notre nouvelle gamme d'avions R3000, nous pensons apporter quelque chose à l'utilisateur. C'est un avion qui nous permettra d'abaisser les coûts de production d'environ 30% et qui, pour l'utilisateur, aboutira à une économie de 20% du prix de l'heure par une moindre consommation de carburant. Les constructeurs français qui travaillent à plus de 70% pour l'exportation sont capables d'être plus compétitifs que les Américains eux-mêmes. Mais ils demandent peut-être plus de considération pour cette aviation qui, bien que marginale, ne veut plus être considérée comme une aviation de riches. L'avenir passe peut-être par une relance de l'aviation populaire, comme en 1936 et en 1946. Le ministre des Transports envisage d'examiner rapidement le dossier. Alors cette petite aviation qui a suscité tant d'enthousiasme pourra décoller de nouveau, sans pour autant passer sous l'Arc de Triomphe pour se faire remarquer.
Du petit avion à la navette spatiale, il y a en gros un siècle d'accélération fantastique du progrès scientifique. La navette spatiale américaine décollera jeudi, si tout va bien, après le premier lancement raté de mercredi dernier. Plus la science avance, plus la science-fiction fait des ravages. Et en même temps, notre ignorance devant les choses de la science reste épaisse. Pour notre enquête du jour, Georges Leclerc a posé à la ronde quelques questions, simples selon lui, et il en a discuté avec deux sociologues. Ariane, ça va servir à quoi? Oh, mais vous me posez des questions scientifiques qui me dépassent. Peut-être à faire sortir l'Europe, disons, oui, enfin la faire sortir un peu vis-à-vis des États-Unis, surtout de l'Union soviétique. Donner une certaine, peut-être autonomie. La fusée Ariane, celle qui n'a pas démarré je sais pas, vraiment je sais pas à quoi elle sert. Rien du tout. Et si vous aviez eu à répondre à notre reporter, vous auriez su quoi dire? La fusée Ariane, la navette spatiale, vous savez ce que c'est? Vous savez exactement à quoi ça sert tout cela? Un jour, le Centre national des études spatiales en France a voulu savoir ce que les gens pensaient réellement de la conquête de l'espace, de son rôle dans la politique et l'économie française. Alors il a commandé une étude à deux sociologues qui sont partis sur le terrain, et quand ils posaient des questions sur les satellites et les fusées, les gens répondaient « OVNI, martien, astrologie ». Le CNES, lanceur Ariane, on avait entendu parler mais on ne savait pas ce que c'était. C'est pourquoi la fusée Ariane? Allant plus loin, nos deux chercheurs ont voulu dépasser cette étude en publiant un livre, Échec à la science, aux conclusions étonnantes. Les gens connaissent les noms des programmes, ils connaissent le nom d'Ariane, ils connaissent la navette spatiale. Mais lorsqu'on leur demande d'expliquer en détail le contenu de ce programme, ils sont très désorientés. Mais ils ne savent pas à quoi ça va servir. Ils ne savent pas à quoi ça va servir. Beaucoup regrettent d'ailleurs qu'on ne leur ait pas mieux expliqué. Mieux expliqué, bien sûr, mais ce n'est pas évident. Car la science, elle doute de tout. Elle veut tout voir, toucher, mesurer, se remettre sans cesse en question, au point où ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Alors comment réagissent les non-scientifiques? L'effet de la science, l'effet pervers, c'est que la science a l'air de dire que tout ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être faux demain et que tout est possible. À ce moment-là, si tout est possible, n'importe quel mythe, n'importe quelle histoire de parapsychologie, de Nostradamus, de d'OVNI, tout devient possible. Et c'est pour ça que les Français, en l'occurrence dans notre livre, nous l'avons vu, ont perdu leur bon sens au sens où ils n'ont plus de repères pouvant dire ça c'est vrai, ça c'est faux. D'une certaine façon, on nage dans un grand flou poétique et mythique. Et quand il n'y a plus de repères, le public se raccroche à ce qu'il sait, à ce qu'il a appris jadis, et qui peut-être aujourd'hui est complètement dépassé. Après vous, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre ou c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? Et c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est tout ce que je sais en cosmographie. Reste la personnalisation. Pour que la science intéresse les gens, eh bien il faut qu'ils se sentent concernés. Les jeunes l'ont bien compris, eux. S'il y a un concours, tu gagnais un voyage dans l'espace, tu irais? Ah ouais, je pense pas. Pourquoi? Parce que je sais pas assez. Moi j'irais rien que pour découvrir, pour... Ah ouais, c'est sûr que ça doit être beau, hein. Et tu n'aurais pas peur? Quand même, ouais. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Auteuil, dans la 4e course, le Grand Prix Paris Turf, dont vous voyez les images. Comme je ne suis ni Pierrette Bresse ni Léon Zitrone, je ne hasarderai pas de commentaires. Simplement à l'arrivée, le 9, le 13 et le 5, les rapports pour 5 francs dans l'ordre 1652 francs 50, dans un ordre différent 330 francs 50. Parlons football maintenant. Pour une fois, il ne s'agit pas d'un match, mais d'une équipe et surtout de son public. L'Olympique de Marseille n'en finit pas de surprendre. Après avoir quitté sans gloire le championnat de première division, l'OM se retrouve maintenant après 2 saisons en tête de la 2e division. Non seulement l'OM a accumulé une série de 21 matchs sans défaite, mais surtout cette nouvelle équipe sans star, composée de jeunes, jouit auprès de son public d'une popularité que peuvent lui envier les plus grands clubs professionnels. Marseille, son vieux port et son vieux club de football. Un Olympique de Marseille en période de transition et qui n'est plus toujours aussi présent à l'esprit de chacun. Vous connaissez des joueurs de l'équipe qui jouent actuellement? Vous pouvez me donner des noms? Les noms de l'OM? Oui. Ah, vous savez, ma foi, je ne m'ai pas trouvé. L'OM, mais en présent, il se maintient public, il se maintient. Vous connaissez des joueurs? Non, pas comment on appelle ça, le noir, comment ça s'appelle là? Merde. Trésor.
Et non, Trésor n'est plus là, l'OM est en deuxième division et pourtant c'est de plus en plus nombreux que les Marseillais reviennent au stade Vélodrome. 40 000 contre Toulouse, 12 000 hier contre Nîmes. Une foule exubérante au point d'être surveillée, mais qui retourne contre toute attente, voir évoluer des jeunes qui, il y a moins de 15 mois, faisaient partie des anonymes de la 3e division. Vous venez à chaque match? À chaque match. Vous êtes de Marseille? Non, d'Aix-en-Provence. Qu'est-ce qui vous pousse à venir voir l'OM, même sans vedette? Parce que c'est des jeunes. Parce qu'ils sont bons. Et puis jusqu'à maintenant, ils n'ont pas perdu, alors on vient les voir. Bien sûr, l'équipe nous plaît parce qu'on joue avec le cœur et le sang, c'est le clocher. Et s'ils perdaient? Ah ben on viendra les voir quand même. C'est donc maintenant qu'il va falloir le prouver après la première défaite marseillaise. Car ce public, aujourd'hui, sait vivre les grands moments d'une partie. Il sait en savourer les temps forts. Et il interprète à sa manière les décisions de l'arbitre. En fait, ce public revit car pour la première fois, il retrouve dans son équipe une identité. C'est plus l'équipe de l'OM des vedettes, il y a des grandes vedettes, Scoblan, Magnussen, etc. Mais c'est une équipe qui représente, je crois, la ville de Marseille plus qu'avant, parce que les joueurs sont de différents quartiers de la ville et le public vient soutenir son équipe vraiment plus qu'avant, je crois. Une théorie simple et qui a surtout le mérite d'assurer la survie de l'Olympique de Marseille, un exemple à suivre pour bon nombre de clubs professionnels. Le temps maintenant, Alain Gillot-Pétré, toujours froid et beau? Oui, toujours froid, beau et sec, la Terre tournant autour du Soleil. Un bel anticyclone est sur Hollande et il nous apporte un temps beau, froid et sec. Froid en effet, comme à 13h aujourd'hui, la météo nationale nous disait que sous abri, il faisait 1 degré à Lyon à 13h et 15 degrés à Ajaccio. Pour demain, eh bien, ça ne change pas. Des brumes et des brouillards le matin sur le centre et l'Aquitaine et puis dissipation de ces brumes et brouillards pour laisser la place au soleil. Tout de même un peu plus de nuages près de la Méditerranée. Les températures prévues pour demain, froides le matin, voyez, dans la région de Lille, de Paris, Nancy, Clermont, -1, -2, -3, -4, jusqu'à -7 localement au nord-est. Et l'après-midi, plus de 10 degrés à l'est, à l'ouest, oh là là, à l'ouest et au sud, ça y est, j'y suis. Ailleurs, eh bien, entre 6 et 8 degrés. Enfin, notre éphéméride pour demain, lundi 9 novembre, les heures du soleil et les fêtes des Théodores. Pour nous réchauffer maintenant, quelques images de carnaval. Cela se passait à New York pour une fête qui est en principe aux États-Unis, celle des enfants, mais une fête que les adultes célèbrent volontiers, le Halloween. Surtout, n'ayez pas peur. Halloween. Dans la tradition celte, cette nuit, les esprits sortent de l'ombre et règnent sur le monde. Mais aujourd'hui, pour New York et les New-Yorkais, Halloween est l'occasion d'une véritable fête païenne, d'un gigantesque défoulement à la dimension de la ville. Tout New York se déguise et descend dans la rue. Tout à l'heure, sans masque, c'est Jacques Merlino qui vous présentera le dernier journal à 23h10. Demain, antenne de midi, Philippe Labro recevra le grand chef d'orchestre japonais Ozawa. C'est Patrick Poivre d'Arvor qui vous présentera le journal demain soir. Je vous rappelle le titre principal de cette édition, les élections législatives en Belgique, recul des partis socio-chrétiens, montée des libéraux, les résultats définitifs plus tard dans la soirée. Je vous retrouve dans une semaine. Bonne soirée sur Antenne 2.